Légolas Vertefeuille, à l'ombre du bois vert, la joie tu as connue. Méfie-toi de la mer. Si tu entends le cri de la mouette sur l'eau, ton cœur dans la forêt n'aura plus de repos. Légolas, cet elfe dont le nom est traduit par Vertefeuille en Sindarin, dérivant de Laegolas, Laeg pour vert et Golas pour feuillage, est le représentant des elfes de la communauté de l'anneau. Véritable ami de Gimli et d'une loyauté sans faille envers Aragorn, Légolas est un des piliers de l'expédition pour la destruction de l'anneau. Pourtant, il est l'un des personnages présents tout au long du récit et est le moins décrit. Aujourd'hui, dans les Échos d'Imladris, nous allons nous pencher sur Légolas Vertefeuille, le prince Sinda, et nous parlerons de son homonyme de Gondolin. Nous savons peu de choses sur la vie de Légolas avant son arrivée à Imladris pour le Conseil d'Elrond le 25 octobre 3018 du Troisième Âge. En effet, nous ne connaissons même pas son âge exact, même si, en lisant l'œuvre, on peut être sûr qu'il a au moins plus de 500 ans. De plus, peu de détails sur son aspect physique sont donnés. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que Légolas est l'émissaire et le fils de Thranduil, le roi du royaume sylvestre de la forêt de Grande Peur, et donc par extension, il est un elfe Sinda, c'est-à-dire un elfe gris, descendant des elfes vivant en Doriath avec le grand roi des elfes Thingol et son épouse Maya Melian pendant le Premier Âge. C'est son grand-père Orofer qui fuit le Beleriand et se met en recherche d'un royaume à fonder. C'est ainsi qu'il fut pris comme roi par les elfes sylvains qui habitaient la forêt de Verbois-le-Grand. Lorsque Orofer mourut pendant la bataille de la Dernière Alliance, c'est Thranduil qui hérita du trône. Légolas est de ce fait un véritable prince Sinda pour le royaume de son père. Il est important de mentionner que nous n'avons absolument aucune information sur la mère de Légolas. À travers les indices laissés ça et là sur son passé, on peut sans trop de difficulté affirmer que Légolas était adulte pendant les événements du Hobbit. Mais rien ne nous confirme qu'il ait participé à la bataille des 5 armées ou qu'il soit resté veillé sur le palais de son père. Si Légolas se trouve à Foncombe ce 25 octobre avec d'autres futurs membres de la communauté, c'est parce qu'il venait apporter une nouvelle inquiétante, la disparition de Gollum des geôles du palais de son père. En effet, quelque temps auparavant, Aragorn avait réussi à capturer Gollum dans les marais des morts. Sméagol avait été emmené chez Thranduil pour y être interrogé longuement par Gandalf. Cela sous-entend donc que Légolas aurait pu rencontrer Gandalf et Aragorn avant le Conseil d'Elrond. Mais un jour, Gollum réussit à échapper à ses gardiens de la Forêt Noire lors d'une attaque orque. Légolas soutient que le plan avait été prémédité. Les elfes ont tenté de le retrouver, mais impossible de localiser Gollum, et les traces des orques s'enfonçant dans la forêt les menaient vers Dol Guldur, un endroit dont personne ne veut s'approcher. Cette nouvelle n'est pas sans conséquence sur les déroulements de la quête pour la destruction de l'anneau. Quête dont Légolas fait partie en tant que membre de la communauté de l'anneau. Il représente la race des elfes dans cette course pour sauver tous les peuples libres de la Terre du Milieu. Lors de ce conseil, les seules informations données sur le physique de Légolas sont « Il y avait aussi un elfe d'allure étrange, vêtu de vert et de marron. » Il est à noter que si vous avez déjà rencontré des illustrations de Légolas avec les cheveux châtains, comme celle de Magali Villeneuve, sachez que ces représentations sont tout aussi légitimes que le Légolas aux cheveux d'or incarné par Orlando Bloom dans les adaptations cinématographiques de Peter Jackson. Car oui, à aucun moment Tolkien ne décrit avec précision les cheveux de Légolas. C'est donc le 25 décembre qui marque le départ du périlleux voyage de la compagnie. Légolas est mis comme arrière-garde car il possède une vue perçante, alors que Gandalf, lui, ouvre la ligne formée par tous les membres. Longeant les montagnes brumeuses, le groupe arrive dans la région de Hollin, c'est-à-dire l'Eregion. Là, Légolas ressent un profond sentiment. En effet, les Régions, lors du Deuxième Âge, furent ravagés par Sauron et de nombreux elfes furent anéantis. Les survivants ne restèrent pas dans la région. Légolas dit que les elfes de ce pays étaient d'un peuple qui nous est étranger, à nous, peuple sylvain. Et les arbres et l'herbe n'en gardent plus souvenir, mais j'entends les pierres pleurer leur absence. Loin, ils nous ont creusés, joliment nous ont travaillés, haut nous ont édifiés, mais ils sont partis. Ils sont partis, ils ont gagné les havres depuis longtemps.
Après quelques jours, la communauté commence l'ascension du Caradhras. C'est ici que certaines prouesses de Legolas sont dévoilées. Alors qu'il ne porte que des chaussures légères, l'elfe est capable de marcher au-dessus de la neige, ne laissant presque aucune empreinte, alors que tous les membres s'enfoncent et se débattent pour avancer. Mais au-delà de ses capacités physiques, il possède aussi un caractère joyeux, et ce, même dans les moments difficiles. Comme il le dit à un moment, « Mais je dis que les laboureurs labourent. Mais pour la nage, choisissez une loutre. Et pour courir légèrement sur l'herbe et la feuille ou sur la neige, un elfe. » Face aux difficultés rencontrées face à la montagne, la compagnie, pour faire demi-tour, initie sa descente. Et là, un choix s'offre à eux, passer ou non par les mines de la Moria. Face à ce choix, Legolas va tout simplement dire « Je ne souhaite pas aller en Moria », montrant sa dévotion sans faille pour Gandalf et Aragorn, qu'il est prêt à suivre, même dans les endroits les plus sombres. Mais Frodo leur dit d'attendre après la nuit, car la nuit porte conseil. Et cette nuit-là, la compagnie est attaquée par des wargs. Alors que le meneur de meute s'approche de Gandalf et Aragorn dans un bond, Legolas décoche une flèche pile dans la gorge du loup. Ce dernier s'effondre sur le sol et comme une alerte pour le clan Lupin signe la fuite du reste des wargs, mais pas pour longtemps. D'autres loups arrivent, hurlant sauvagement et se déchaînant autour du campement. Pendant leur défense, il est dit que l'arc de Legolas chantait. Gandalf va lancer un sort qui va embraser les armes de tous ses compagnons, dont la dernière flèche de Legolas qui, s'enflammant en plein vol, plonge ardente dans le cœur du chef de la bande. Et cette fois-ci, c'est la bonne, le reste de la meute s'enfuit. Legolas possède un long poignard blanc peu utilisé dans l'histoire, mais qui est surtout là pour se défendre, car son arme de prédilection est l'arc, dont il est un véritable prodige, comme illustré pendant l'attaque des loups. Mais la compagnie se remet en route, direction la Moria. Arrivé devant les portes fermées, Legolas plaque sa tête contre la pierre comme pour écouter. Finalement, Gandalf réussit à ouvrir les portes, le guetteur des eaux attaque, et la compagnie est enfermée derrière la porte ouest de la Moria. Dans l'obscurité, la vue exacerbée de Legolas ne percevait rien, et on entendait les pas de chacun, dont la démarche aérienne de l'elfe. Il fait les tours de garde pendant les moments de repos, et c'est lui qui comprend le premier que la plus grande menace se trouvant dans l'ancienne Khazad-dûm est un Balrog, plus spécifiquement le fléau de Durin. Il sait que son peuple en a combattu avec vaillance dans les temps anciens. Legolas est effrayé, et c'est la seule fois où l'elfe est décrit, ressentant un sentiment de peur. Malheureusement, Gandalf tombe face au Balrog, et il est l'heure pour notre compagnie de se diriger vers la Lothlórien. Legolas dit de cette forêt qu'elle est la plus belle demeure de son peuple, car aucun arbre ne se compare à ceux de ce pays. Ces arbres si magnifiques sont des mélirnes, malornes au singulier. Il est dit aussi qu'aucun elfe de son peuple n'est venu dans cette forêt depuis longtemps, et qu'aucun de ses habitants aussi ne fut vu. Pourtant, la Lórien n'est pas déserte, mais un pouvoir semble la cacher aux yeux du mal. Découvrant la rivière Nimrodel pour la traverser, Legolas se met à réciter le chant de Nimrodel. Ce chant explique comment le chagrin arriva en Lothlórien quand les nains éveillèrent le mal incarné par le fléau de Durin en 1980 du Troisième Âge. Cherchant un refuge à la cime des arbres pour échapper aux orques à leur poursuite depuis la Moria, la compagnie fut arrêtée par les elfes de la Lórien. Ces derniers avaient été alertés de la présence de la communauté grâce au chant de Legolas. Reconnaissant l'un des leurs, les elfes les avaient laissés passer. Ces elfes ne sont nul autre que Haldir et ses frères Rúmil et Orophin. Mais voilà que les trois frères elfes apprennent la présence d'un nain dans la communauté. Pour avancer, le groupe doit bander les yeux de Gimli, ce que le nain refuse catégoriquement. Aragorn propose que tout le groupe porte un bandeau, mais Gimli répond qu'il en portera un si Legolas en porte un aussi. C'est au tour de Legolas d'être indigné, mais Aragorn aura le dernier mot en tant que leader. Tous les membres de la fraternité vont se retrouver avec les yeux bandés et en route vers Caras Galadon, Legolas n'ayant pas d'autre choix que d'accepter. Pendant leur séjour dans le royaume de Galadriel, beaucoup de chants sont entendus par l'elfe, qui les comprend, mais il refuse de les traduire pour ses compagnons, prétextant ne pas avoir le talent ni le cœur.
Mais c'est aussi pendant le repos que Legolas va se rapprocher et devenir ami avec Gimli. Une amitié plus qu'improbable vu leur début d'aventure et une amitié qui durera toute leur vie. Mais l'heure du départ de la Lothlórien arrive et Galadriel offre plusieurs cadeaux à la communauté. Comme tous les membres, Legolas reçoit une cape elfique et une broche. Mais surtout, Galadriel lui offre un arc et un carquois remplis de flèches Galadrim. Toute la fraternité suit le fleuve Anduin. Un soir, près de Sarn-Gebir, la communauté est surprise par une embuscade d'archers orques. Legolas n'hésite pas une seule seconde et saute du bateau vers la terre ferme, cherchant dans l'obscurité les ennemis. Du point de vue de sa barque, Frodo voit Legolas comme s'il était couronné d'étoiles blanches. Mais une terreur pire que les orques s'abat sur eux, un Nazgûl en plein vol sur son coursier ailé. Legolas lève les yeux vers le spectre et soupire. « Elbereth Gilthoniel !» Cette locution est un autre nom de Varda, reine des Valar et valier des étoiles. En faisant appel à Varda, c'est comme si Legolas lui demandait de l'assister face à une telle terreur. Alors que le Nazgûl descend vers la compagnie, Legolas décoche une flèche de son arc Galadrim touchant la monture hideuse. La menace étant écartée, la communauté continue de suivre l'Anduin, passant devant les Argonath. Ils atteignent Amonhen, la colline de la vue, et sont attaqués par des orques, encore une fois. Legolas montre toutes ses capacités de combat, tuant nombre d'orques avec son arc, et lorsque ses flèches sont épuisées, il utilise habilement sa dague. Suite au décès de Boromir, Legolas va chanter une complainte avec Aragorn, rendant ainsi un dernier hommage au capitaine du Gondor. La communauté éclate, et l'elfe décide de rester avec Gimli et Aragorn, formant à eux trois le groupe des trois chasseurs. Ils se mettent à traquer les Uruk-hai ayant capturé Merry et Pippin. Legolas permet, grâce à sa vue perçante, de les suivre à travers les terres du Rohan. Plus tard, le groupe est confronté à Éomer et Legolas n'hésite pas une seule seconde à prendre la défense de son ami nain, menaçant par la même occasion le maréchal de la Marche. Éomer finit par leur prêter des chevaux. Harod sera celui de Legolas et Gimli. Alors que nos trois comparses arrivent aux abords de la forêt de Fangorn, ils découvrent une pile de cadavres orques et cherchent désespérément des indices pour retrouver les Hobbits. Mais la nuit approchant, ils décident de camper à la lisière de la forêt. Pendant cet instant, Legolas remarque qu'un arbre tend doucement ses branches, comme s'il voulait profiter de la chaleur réconfortante du feu. Mais alors que la nuit est fort sombre, Legolas est le premier à se rendre compte que les chevaux ont disparu. Pourtant, Aragorn et lui ont tous les deux ressenti que les chevaux étaient joyeux à la suite de leur départ, comme si ils avaient retrouvé un vieil ami. Alors qu'il s'enfonce dans la forêt de Fangorn, Legolas déclare qu'il a l'impression d'être jeune parmi les arbres. Plus tard, le groupe fait la rencontre du magicien blanc. Alors qu'il pensait être face à Saruman, Legolas se tient prêt à tirer une flèche, mais il tire en l'air. Il a compris que devant eux se tient en réalité Gandalf. Sa flèche est enflammée par l'Istar. Legolas est le premier à demander des nouvelles de Merry et Pippin, ainsi que le récit du retour du magicien. Une fois l'histoire racontée, Gandalf transmet un message de la part de Galadriel à nos trois compagnons. À Legolas, elle envoie ces paroles. « Legolas Vertefeuille, à l'ombre du bois vert, la joie tu as connue. Méfie-toi de la mer. Si tu entends le cri de la mouette sur l'eau, ton cœur dans la forêt n'aura plus de repos. » Cette sorte de mise en garde résonne déjà en Legolas. L'elfe a connu la joie dans la forêt, dans le royaume de son père, Thranduil, mais voilà que s'il entend le cri d'une mouette, sa mélancolie pour Valinor ne le quittera plus. Entendra-t-il cette mouette pendant ce périlleux voyage ? Revenons à nos trois chasseurs, accompagnés par Gandalf en route vers Edoras. Legolas utilise encore une fois sa vue perçante pour surveiller autant vers l'Isengard que vers la capitale du Rohan. Enfin a lieu la bataille du gouffre de Helm, à laquelle Legolas, Gimli et Aragorn participent en soutien au Rohan contre l'armée de Saruman. La veille de la bataille, Legolas avait confié ne pas apprécier l'endroit, mais son ami Gimli était venu le réconforter, ce qui rendit Legolas heureux d'avoir un ami auprès de lui. Il remarqua par la même occasion qu'il y avait peu d'archers chez les Rohirrim, regrettant qu'il n'y ait pas une centaine d'archers de la forêt noire présents. Et lorsque la bataille commence, Legolas tue avec aisance une vingtaine d'orques. Et ainsi,
Ainsi, le petit jeu de conte débute avec Gimli. Mais alors qu'il ne lui reste plus qu'une seule flèche dans son carquois, Legolas sauve la vie d'Aragorn lorsque ce dernier trébuche dans sa fuite. Le combat est terminé et l'heure du décompte entre nos amis a sonné. 41 pour Legolas et 42 pour Gimli. Après leur victoire, Legolas chevauche vers l'Isengard, accompagné de Gandalf, Aragorn, Gimli et la compagnie du roi Théoden. Sur le chemin, l'elfe semble trouver un intérêt pour les Huorn, mais il discute beaucoup avec Gimli. Les deux amis se font une promesse. Quand la guerre de l'anneau sera finie, Legolas viendra avec Gimli visiter Aglarond, les cavernes scintillantes cachées derrière la gorge de Helm, si Gimli accompagne Legolas dans la forêt de Fangorn. Retrouvant les hobbits Merry et Pippin, ils profitent d'un repas partagé tous ensemble. Après avoir parlé à Saruman et se redirigeant vers le gouffre de Helm, un Nazgûl survole notre groupe, marquant le départ de Pippin et Gandalf vers Minas Tirith. Près de Dol Baran, la compagnie grise vient à la rencontre d'Aragorn dont il cherchait les traces. Cette compagnie est composée de 30 Dúnedain, d'Albarad, leur chef, mais surtout des fils jumeaux d'Elrond et amis d'enfance d'Aragorn. J'ai nommé Eladan et Elrohir. Quand Aragorn prend la décision de passer par le chemin des morts, Legolas et Gimli décident d'accompagner Aragorn ainsi que la compagnie grise. Il n'y avait que les 3 elfes du groupe, c'est-à-dire Legolas, Eladan et Elrohir, qui ne ressentirent pas de peur liée aux morts peuplant Dwym Morbeg. Plus tard, alors qu'ils sont en route vers Pelargir avec l'armée des morts, le destin rattrape Legolas. Il entend les mouettes. Car oui, Pelargir est une cité portuaire qui, pendant les événements de la guerre de l'anneau, sera prise d'assaut par les corsaires d'Umbar. La prophétie de Galadriel vient donc de frapper Legolas en plein cœur. Après avoir mis en déroute les corsaires, toute la compagnie navigue en remontant l'Anduin, rejoignant Minas Tirith pour la grande bataille des champs du Pélénor. Après cette victoire, Legolas et Gimli se rendent ensemble vers Minas Tirith, provoquant les remarques des passants face à de pareils compagnons. Gimli fera remarquer que la cité pourrait être améliorée et Legolas fera remarquer qu'elle manque de jardin. Tous les deux veulent aider Aragorn en réparant et en plantant des arbres si Aragorn devient effectivement roi. Legolas parlera aussi de l'éventuelle domination et l'âge des hommes qui se profile à l'horizon. Après avoir encore montré une forte mélancolie pour la mer et une chanson lors du dernier débat, pour l'une des dernières fois, Legolas accompagne Aragorn et Gimli vers la porte noire du Mordor. La bataille de Morannon a lieu et tous voient la chute de Barad-dûr et de Sauron. Ensuite, Legolas est présent pendant les festivités du chant de Cormalen pour rendre hommage à Frodo et Sam. Pourtant, l'elfe ne va pas pouvoir se reposer. C'est le cœur lourd qu'il va errer dans la forêt en chantant vers la mer et réalisant la prophétie de Galadriel. À la mer, les mouettes blanches crient. Je sens le vent souffler, blanche vole l'écume. À l'ouest, au loin à l'ouest, le soleil rond décline. Navire, ô gris navire, l'entends-tu appeler? La voix de tous les miens, ceux qui m'ont précédé? Je vais quitter les bois où je suis né, car nos jours prennent fin et nos années s'épuisent. Je franchirai les eaux, vastes et solitaires, au-delà de la mer, sur le dernier rivage. Doux est le son des voix, longues roulent les vagues. Dans cette île perdue, dans la patrie des elfes, au cœur des Réséas, où ne vient aucun homme, où ne tombent jamais les feuilles des années, pays de tous les miens pour toute l'éternité. En attendant le couronnement et à la demande d'Aragorn, Legolas va rester quelque temps à Minas Tirith. Avec plusieurs autres protagonistes, l'elfe va se joindre au cortège en route vers Edoras pour les funérailles de Théoden. Puis il se dirige vers l'Isengard où il découvre que les Ents ont libéré Saruman et Grima. C'est là que tous les membres restants de la communauté se séparent, mais Gimli et Legolas décident de rester ensemble. Nos deux amis vont voyager à de nombreux endroits en Terre du Milieu ensemble, dont Aglarond et la forêt de Fangorn, respectant ainsi le pacte qu'ils ont passé. Ainsi, alors que Gimli devient seigneur des brillantes cavernes en faisant venir une partie du peuple d'Erebor dans le sud, Legolas de son côté fit venir des elfes de Verbois en Ithilien, où ils vécurent dans ce qui deviendra le plus beau pays de toutes les terres de l'Ouest. Mais après qu'Aragorn ait renoncé à la vie en l'an 120 du 4e âge, Legolas put enfin écouter son cœur et partir vers la mer à l'est.
Il construisit une nef grise en Ithilienne, d'où il descendit l'Anduin jusqu'à rejoindre la mer. Il est dit dans le livre rouge qu'il existe une rumeur selon laquelle Legolas prit avec lui Gimli, fils de Glóin, en raison de leur amitié plus forte que toutes celles qui ont pu exister entre elfes et nains. Il est dit aussi que Gimli s'enfuit par désir de revoir la beauté de Galadriel. Il se peut que la dame, puissante parmi les Eldar, ait pu obtenir cette faveur, mais rien n'est sûr à ce sujet. Quand le navire eut pris le large, la fraternité de l'anneau s'en fut finie. L'histoire de Legolas Vertefeuille du troisième âge touche à sa fin, mais il existe un deuxième Legolas Vertefeuille, et celui-ci apparaît dans une des premières versions du récit de la chute de Gondolin. Celle-ci se trouve dans le livre des Contes perdus. Legolas Vertefeuille est un elfe de la Maison de l'Arbre, l'une des grandes maisons de la cité de Gondolin. Il est un éclaireur sous les ordres d'un certain Galdor, le chef de la Maison de l'Arbre. Or, Galdor, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Il existe un homme nommé Galdor dans le Silmarillion, mais c'est celui qui apparaît dans le Seigneur des Anneaux qui nous intéresse ici. Dans ce cas, il s'agit d'un elfe qui est présent au Conseil d'Elrond en tant qu'ambassadeur des Havres Gris et de son seigneur Círdan. Alors que nos deux Legolas, celui de Gondolin et celui du Seigneur des Anneaux, n'étaient pas la même personne, Tolkien a quelque peu hésité pour Galdor. Ce choix est finalement rejeté et Tolkien explique tout simplement que Galdor est un prénom Sindarin commun. En cherchant dans les History of Middle-earth, notamment dans The Treason of Isengard, on peut voir qu'à l'origine, l'elfe qui évoluera et qui deviendra Legolas avait au début comme prénom Galdor. Finalement, Tolkien utilisera ces deux prénoms liés depuis l'écriture en 1916 de la chute de Gondolin jusqu'à la publication en 1954 de The Fellowship of the Ring. Pour finir, une dernière anecdote autour de Legolas. Dans le second livre des Contes perdus, Christopher Tolkien, le fils du professeur, nous explique que son père fut mécontent de la vision fort jolie et féminine autour de Legolas. Il écrira donc ce commentaire. Il était grand comme un jeune arbre, souple, immensément fort, capable de bander rapidement un grand arc de guerre et d'atteindre un Nazgûl doté de l'énorme vitalité des corps elfiques, si dur et si résistant aux blessures qu'il marchait chaussé de souliers légers sur la pierre et à travers la neige, le plus infatigable de toute la fraternité. Ici s'achève le long récit de Legolas, prince Sinda du royaume sylvestre. D'autres elfes ont marqué la terre du milieu, beaucoup d'autres encore ont marqué les jours anciens, mais leurs épopées sont une toute autre histoire. Je vous retrouve bientôt pour vous conter un nouvel écho parvenu jusqu'à Imladris.